Bonjour tout le monde, ne vous étonnez pas, vos micros et vos caméras sont bloqués pour pouvoir aider à un déroulé de webinaire de manière la plus fluide possible et on pourra désactiver tout ça à la fin si on a le temps de passer sur des questions-réponses. Je vous rappelle qu'on enregistre ce webinaire pour pouvoir ensuite, si possible, le mettre à disposition des participants. Et je propose de commencer. Donc, quelques petits mots introductifs principalement sur le déroulé du webinaire. Donc, il y aura deux séquences principalement. La première, pour l'Observatoire national des contrats de performance énergétique, on aura 3 intervenants avec nous que je laisserai se présenter à chaque début d'intervention. Et nous aurons une deuxième séquence où nous expliquerons le déroulé de l'appel à projet que nous avons imaginé entre l'ARS Île-de-France et l'ARS PACA et le réseau des conseillers en transition énergétique pour vous accompagner dans vos démarches. Vincent, je te laisse la parole pour la suite. Oui, donc merci Patrice. Donc, comme indiqué, ce webinaire, en fait, il préfigure l'appel à projet qui va paraître bientôt. Donc, l'idée, c'est de vous apporter déjà une part, peut-être une piqûre de rappel pour certains, mais la connaissance de qu'est-ce que c'est que les CPE et en gros toutes les subtilités de ce type de mécanisme technique, financier, juridique. Et également, c'est pour vous apporter des clés de lecture par rapport aux documents que vous allez pouvoir consulter par la suite. Donc, vous transmettre toute l'information non écrite. Voilà. Et peut-être, ah oui, préciser également, donc il y a effectivement le réseau CTES qui nous accompagne, mais il y a également aussi celui des économes de flux, donc du réseau acté. Donc, je me permets d'introduire également Camille Debrotte de la NAP qui est avec nous pour terminer ses propos introductifs. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais être assez bref pour laisser effectivement la part au contenu qui sera bien plus intéressant à mon avis et attendu de votre part. Juste pour vous dire qu'effectivement l'objectif ici, on est sur deux régions précurseurs un petit peu sur le sujet. Ça va être aussi de pouvoir en fait fournir un cadre de retour d'expérience qui sera issu de ce que vous allez pouvoir mettre en place grâce à l'accompagnement proposé pour avoir en fait des livrables techniques mais surtout synthétiques. Et le but, ça va être de s'appuyer sur ces retours d'expérience pour accompagner la mise en œuvre du déploiement des contrats de performance énergétique dans l'ensemble des établissements. Et pour ce faire, du coup, effectivement, la présentation de l'Observatoire national sera extrêmement important là-dessus. Et nous, on travaillera effectivement pour accompagner l'appropriation des retours d'expérience, des livrables, pour en favoriser la diffusion, l'appropriation au plus grand nombre. Et du coup, je vous laisse rentrer dans le vif du sujet sur cet observatoire. Merci Camille. Alors, je tente de lancer la présentation. En attendant, je vais me présenter puisque c'est moi qui démarre. Donc bonjour à tout le monde, Frédéric Rosenstein du service bâtiment de l'ADEME. Donc moi je travaille sur différents dispositifs du tertiaire public comme du tertiaire privé, notamment sur le programme C2E Pacte Entreprise qui vise les entreprises, sur les contrats de performance énergétique et sur les BACS également. Donc à ce titre-là, avec Camille de la NAP, on prépare un travail commun à NAP et ADEME sur le déploiement des BACS dans les établissements de santé. Et donc là, je vais vous présenter, faire une introduction sur l'ONCPE. Donc tu peux avancer le slide. Bon, alors je vais démarrer par la définition du CPE. Alors normalement, si vous participez à ce webinaire et que vous préparez un appel à projet sur le CPE, vous devez savoir ce que c'est un CPE, mais bon, c'est quand même bien de rappeler une définition qu'on a en commun. Donc c'est un contrat global qui est conclu entre un maître d'ouvrage qui a un bâtiment ou un parc de bâtiments et un opérateur privé qui va prendre en charge des prestations de conception, travaux, exploitation, maintenance, voire financement.
Et donc, il y a dans ce contrat des investissements dans des travaux, des fournitures ou des services, dont le but principal, c'est réaliser des économies d'énergie par rapport à une situation de référence qui est définie dans le contrat. L'objet essentiel du contrat, c'est une garantie contractuelle sur une diminution des consommations d'énergie. Et cette diminution des consommations, elle est mesurée, vérifiée dans la durée avec un protocole de mesure et vérification tel que l'IPMVP, par exemple. Et donc la rémunération de l'opérateur, elle est vraiment fondée sur l'atteinte de ce niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est généré par cet investissement matériel et immatériel, quelquefois. Alors on dit que le son est faible. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Ou alors il faut que... De notre côté, on t'entend Côté, très c'est bien. bon, hein. Bon, ok. Donc je continue. Donc l'ONCPE, c'est donc l'Observatoire national des contrats de performance énergétique qu'on a créé avec le CEREMA et le CSTB en 2016. Pourquoi? Parce que bon, les CPE, on va y venir, ça s'est développé suite au Grenelle de l'environnement et donc on a tenu à observer le démarrage de ce marché. Et donc les missions essentielles de cet observatoire, ben, c'est de répertorier les projets de rénovation énergétique menés avec CPE, tirer les enseignements sur ces contrats-là et mener des retours d'expérience et ensuite favoriser le développement d'une culture sur la garantie de performance énergétique et donc favoriser la diffusion de cet outil contractuel auprès des acteurs du marché. Donc depuis 2021, il y a un site internet qui regroupe toutes les ressources on a développées, et y compris aussi des ressources d'autres acteurs dont on a fait le lien. Et donc, depuis 2024, le programme Acté a intégré l'ONCPE. Voilà, donc il fait partie également des acteurs de l'ONCPE avec l'ADEME, le CEREMA et le CSTB. Donc, slide suivant. Donc, les travaux de l'ONCPE, donc, comme je le disais, mais un peu plus en détail, se centrent autour de trois axes. Donc, il y a une approche quantitative où on élabore des chiffres clés, alors, surtout pour les maîtres d'ouvrage publics, où là, on a accès à des informations qui sont forcément publiées à travers le BOMP notamment. Et donc, on élabore des chiffres clés régulièrement sur l'évolution du marché des CPE, sur les différentes typologies de CPE, les différents types de maîtres d'ouvrage. Et donc, on fait une analyse statistique de l'ensemble des données qu'on peut acquérir. Ensuite, il y a une approche qui est plus qualitative, où là, on réalise des études de cas. Donc là, on va enquêter auprès d'un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui ont réalisé des CPE, où les CPE sont en cours, pas forcément terminés. Et donc, on va étudier un peu en détail comment ont été préparés ces CPE, comment ils ont été réalisés, et avoir vraiment une vision aussi sur le résultat réel en exploitation. Donc, il y a un retour d'expérience qui vous sera présenté sur votre secteur par Frédéric Debrun. Et puis un volet donc diffusion communication, donc le site internet. On a alors une plateforme collaborative pour alimenter la base de données CPE, sur une base volontaire où des maîtres d'ouvrage peuvent rentrer directement leurs données. On organise aussi des groupes de travail thématiques avec différents types d'acteurs. Donc, par exemple, avec les acteurs de l'offre, avec des AMO, avec des relais locaux sur lesquels on pourrait s'appuyer pour diffuser, déployer les CPE au niveau régional. Donc, on a fait un certain nombre de GT thématiques pour approfondir le CPE sur certaines thématiques. Et puis, régulièrement, donc normalement une fois par an, on organise un webinaire, une conférence pour présenter l'avancée des travaux de l'Observatoire. Et donc, ponctuellement aussi, on fait des partenariats quand on va approfondir certains points. Donc, on avait fait un partenariat avec l'OID, l'Observatoire de l'Eau durable, pour approfondir la vision des CPE sur le tertiaire privé, notamment. Donc, slide suivant. Donc, voilà, une présentation de quelques chiffres clés pour vous présenter un peu comment ça se présente. Donc, là, à gauche, c'est l'évolution du nombre de CPE publics donc de 2007 à 2021. Donc vous voyez qu'il y a eu un décollage des CPE suite au Grenelle de l'environnement parce que
Pascal y reviendra, il y a une évolution du Code des marchés publics qui a facilité la mise en place de ces contrats globaux. Et puis, bon, une relative stagnation des CPE depuis quelques années, mais quand même un marché qui est beaucoup plus mature qu'il y a 10 ou 15 ans. Ça, c'est certain. Évidemment, bon, il y a des aléas conjoncturels, bon, évolution de la réglementation, la crise du Covid, ça a forcément eu un impact sur les dernières années, sur l'évolution du marché. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à votre dynamique à vous, nous, on a noté une dynamique régionale assez contrastée quand même. Vous voyez que la région Aura concentre un grand nombre de CPE. Pourquoi? Parce qu'il y avait un acteur régional, c'est Auvergne-Rhône-Alpes Énergie, Environnement, donc une agence régionale. Et la direction régionale de l'ADEME, que toutes les deux ont vraiment travaillé conjointement pour développer ce marché et soutenir le développement du marché des CPE en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est bien que vous avez deux ARS motivés pour développer le sujet. Il faut s'appuyer sur des acteurs locaux qui ont des compétences et qui vont faire l'animation de ce sujet pour démarrer un peu la dynamique, en tout cas au début, quoi. Donc, slide suivant. Donc là, c'est à nouveau quelques chiffres clés, mais cette fois-ci sur le nombre de CPE par type de maître d'ouvrage. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est très majoritairement des collectivités locales, donc communes, départements, régions, PCI, et aussi des résidentiels collectifs, bailleurs sociaux. Bon, il y a peu, pour l'instant, de CPE dans le secteur de la santé, donc c'est en orange, hein, comme vous pouvez le voir, ça s'est beaucoup moins développé dans ce secteur-là, en tout cas. Donc, dernier slide, je pense. Donc voilà, donc ça, c'est une présentation du type de CPE. Donc en fait, on a établi une catégorie de CPE par type de prestation. Donc, premier type de CPE, c'est le CPE service. Donc ça correspond à des actions qui sont avec peu d'investissement matériel, hein. C'est des actions d'optimisation et d'exploitation des systèmes énergétiques, donc des GTB, des systèmes CVC, donc à faible investissement. Après des CPE systèmes où là, il y a un investissement où on va rénover par exemple le système CVC, une chaufferie, une pompe à chaleur, voilà. Donc il y a déjà un investissement qui est beaucoup plus important. Et puis le CPE global, où là, c'est la totalité des actions de performance énergétique qu'on peut mettre en œuvre. Donc, ça va toucher le bâti, les services et les systèmes. Donc, forcément, les montants d'investissement sont plus élevés. Et donc, à droite, on a donc, sur l'ensemble des CPE qu'on a étudiés, les montants d'économie d'énergie moyens, pourcentage, et la durée moyenne des CPE suivant les trois catégories. Et puis, pour le CPE, pour l'ensemble des CPE, donc ça c'est en gris. Donc on voit que par exemple le CPE global, l'économie d'énergie moyenne c'est 40%. Donc c'est, on va dire, le décret tertiaire objectif 2030. Bon, en fait c'est un peu plus que ça parce que pour un CPE, la situation de référence en général c'est l'année l'année d'avant où on contractualise le CPE, alors que le décret tertiaire, la situation de référence peut remonter à 2010. Mais en tout cas ça donne une idée un peu des montants d'économie d'énergie, des durées de ces différents types de CPE. Je crois que j'en ai terminé. Donc là, je vais passer la parole à Pascal, donc il va vous faire une présentation sur les outils juridiques. Et avant ça, juste pour vous dire, parce que j'ai cité Acté, avec Acté, on a lancé un appel à projet commun pour expérimenter ce que va présenter Pascal, donc les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, donc qui est un petit contractuel expérimental introduit par la loi de mars 2023. Et donc, on a eu 2 sessions et on a eu 20 collectivités. Alors, la cible, c'était les collectivités locales, hein. Et on a eu 20 collectivités lauréates de cet appel à projet, donc ce qui est quand même un bon résultat, une bonne dynamique. Enfin, en tout cas, il y a une appétence des collectivités sur ce type d'outils. Alors, elles n'iront pas forcément jusqu'au bout, jusqu'à la contractualisation, hein. Là, elles vont démarrer avec des études préalables. Elles vont être accompagnées par des AMO techniques, juridiques et financières.
Et donc, le CSTB, le CEREMA participent au suivi de cet appel à projet, puisqu'on a en parallèle lancé une communauté d'échange entre ces lauréats et donc l'ONCPE plus Fininfra, qui est une cellule de Bercy liée au marché de l'eau. Et donc, on va en tirer forcément des retours d'expérience. Donc voilà, je mets ça un peu en parallèle avec votre initiative des ARS pour lancer un appel à projet. Et j'imagine aussi qu'il y a une idée d'animation, communauté d'échange pour vous et les établissements de santé qui vont participer à cette démarche. Voilà. Donc, je laisse la parole à Pascal. Oui, bien, merci beaucoup. Merci Frédéric. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Pascal Le Breton, je suis juriste au CEREMA et je traite plus spécifiquement des questions juridiques, notamment la contractualisation ou le montage d'outils institutionnels de coopération, en fait, de sociétés de projet. Voilà. Et donc, à ce titre, je travaille depuis l'origine sur les contrats de performance énergétique et sur la forme juridique qu'on va leur appliquer, qui vont nous permettre de les mettre en œuvre. Donc, j'ai fait une présentation qui sera assez brève compte tenu du temps qui m'est donné. Alors, bien entendu, je vais passer assez rapidement. N'hésitez pas éventuellement à poser vos questions pour aller un peu plus loin et puis potentiellement éventuellement à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Mais là, il y a vraiment de quoi en parler pendant des jours et des jours. Donc là, on va essayer de faire vraiment très, très bref. Donc, globalement, mais je vais reprendre un peu ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, mais dans un sens peut-être avec un angle un peu plus juridique. C'est quoi un contrat de performance énergétique? En fait, un CPE, c'est pas, il faut faire très très attention. Les gens vont un peu parfois se perdent un peu dans les concepts. Un CPE, c'est pas un contrat, c'est une catégorie contractuelle. C'est-à-dire qu'un CPE, c'est pas un contrat au sens où c'est pas un type de marché comme peut l'être par exemple un marché de conceptualisation, un marché global performance ou un marché de partenariat ou une concession. C'est-à-dire un marché qui a son propre régime juridique, ses conditions de mise en œuvre. C'est en fait une catégorie contractuelle, c'est-à-dire que c'est une catégorie qui dispose d'une définition, qui théoriquement devrait disposer d'une définition, et on va y faire rentrer en fait tous les marchés qui correspondent à cette définition. C'est-à-dire qu'on peut, très concrètement, on peut faire du CPE avec des marchés de droit privé si on est un acheteur de droit privé. Et si on est un acheteur de droit public, on va bien sûr devoir utiliser les seuls outils dont on peut disposer, c'est-à-dire les outils qui nous sont faits par le Code de la commande publique. Voilà, donc effectivement, quand on parle de CPE, il faut bien voir que c'est une boîte dans laquelle on va mettre nous-mêmes nos propres véhicules, ce qu'on appelle un véhicule juridique, c'est-à-dire un marché au sens formel du terme cette fois, bénéficiant de son propre régime juridique, qui va nous permettre de contractualiser CPE. Alors, donc, c'est une catégorie contractuelle qui est issue essentiellement de l'industrie nord-américaine. Dans les années 70, les administrations américaines avaient été confrontées à d'énormes difficultés, notamment sur le plan des dérives énergétiques, suite, bien entendu, à l'inflation du coût de l'énergie. Et ils ont introduit un concept qui est issu essentiellement de l'industrie et qui est en fait le CPE. Le CPE, très concrètement, à son origine, c'est autant un outil de financement qu'un contrat. En tout cas, c'est un contrat qui permet en fait de faire payer les investissements d'aujourd'hui grâce aux baisses de charges de demain. Voilà, et ça se ressent encore un peu aujourd'hui, alors même si c'est un peu moins vrai dans le domaine du bâtiment, parce que dans l'industrie ou dans les CPE exclusivement équipementaires, quand on touche qu'aux équipements, on a des CPE qui sont souvent autoporteurs sur le plan des investissements, c'est-à-dire que les baisses d'énergie permettent, les baisses de consommation énergétique permettent souvent d'autofinancer sur une durée relativement courte les investissements initiaux. C'est beaucoup moins vrai dans le bâtiment, puisque vous en doutez bien, les temps de retour sur investissement sont beaucoup plus longs. Mais ceci dit, on en retrouve encore des traces dans l'ADN du CPE et notamment dans le mécanisme de garantie. Donc c'est une catégorie contractuelle, à l'intérieur duquel on va mettre on va mettre des tas de choses, effectivement. Et l'une de mes tâches a été pendant très longtemps d'essayer de déterminer le véhicule juridique le plus adapté à mettre en œuvre un CPE. Alors, le CPE, il faut bien voir que c'est un outil qui est connu à peu près aujourd'hui dans l'ensemble des pays. On pratique des CPE absolument partout, y compris en Chine, avec des définitions un peu différentes. En France, on n'a pas de définition nationale. Alors, un rapport de mars 2011 avait préconisé l'introduction d'une définition nationale du CPE, mais cette proposition de définition n'a jamais eu de suite. En tout cas, elle n'a jamais été introduite en droit français
par une mesure à caractère législatif ou réglementaire. Aujourd'hui, on n'a pas de définition nationale. On a deux définitions sous forme d'arrêté, mais compte tenu de la hiérarchie des normes, en fait, ce sont deux définitions avec un impact très très faible, à la fois sur une législation relative au C2E et une réglementation législative au contrôle des chaudières. Mais voilà, ça n'a pas de portée générale et absolue. Donc, en fait, quand on veut définir ce qu'est un CPE, en fait, on va aller chercher directement la directive européenne, une directive européenne qui a introduit donc une définition qu'a présentée tout à l'heure Frédéric, même s'il n'a pas cité la directive, en fait, sa définition était issue de cette directive. Elle n'a pas de valeur impérative parce que c'est du droit communautaire, c'est du droit européen qui n'est pas d'application stricte, mais ça reste en tout cas notre guide, notre fil rouge pour déterminer ce qu'est un CPE ou ce que n'est pas un CPE. Voilà, mais globalement, l'ensemble des praticiens est à peu près d'accord, pour peut-être quelques petites discussions un peu byzantines, mais on est d'accord pour connaître un peu, savoir un peu, on est d'accord sur les principales caractéristiques des contrats de performance énergétique. Donc, pas de définition nationale aujourd'hui, mais je vous invite à vous porter, actuellement, c'est la directive du 13 septembre 2023, la première définition introduite avait été celle de la directive 2006-32, donc en 2006. Notre objectif, en fait, par rapport à cette définition de l'outil, donc introduit par le droit européen, c'est d'essayer de trouver le véhicule contractuel le plus adapté pour contractualiser effectivement un CPE, selon le régime juridique auquel on est soumis. Autre slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, principalement, quels sont les principes de fonctionnement du CPE? Quels sont les principes de fonctionnement qui doivent nous guider dans la recherche de ce véhicule? D'une part, un CPE doit transférer une obligation de performance, mais de performance réelle globale, donc essentiellement énergétique. Quand on est sur l'énergie, c'est essentiellement énergétique forcément, quand on parle de CPE. Donc une obligation de performance réelle globale sous forme d'obligation de résultat sur un titulaire unique qui sera une entreprise ou un groupement d'entreprises. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, on va, pour le dire vite, dans le cas d'un CPE, on ne va pas acheter des travaux comme dans le cas d'un marché de travaux classique. Dans le cas d'un marché de travaux classique, vous pouvez faire des économies d'énergie, mais dans ce cas, vous allez établir un cahier des charges précis et vous allez demander aux entreprises de réaliser des travaux et vous allez espérer que ces travaux vont vous produire des économies d'énergie. Dans le cas d'un CPE, la logique est un peu différente, même très différente. Dans le cas d'un CPE, en fait, quelque part, on pourrait dire qu'on achète des économies, c'est-à-dire qu'on contractualise avec très souvent un groupement d'entreprises parce que ça nécessite d'avoir des compétences multiples qu'on a rarement au sein d'une seule entreprise. Donc, on va négocier, contractualiser avec un groupement d'entreprises en vue d'atteindre un objectif de réduction de la consommation énergétique. Et cet objectif de réduction, on va vérifier s'il est atteint ou pas en mesurant la performance réelle. Ça, c'est une autre différence par rapport au marché classique, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cas d'un marché classique, vous avez les travaux sont faits, la réception est faite ensuite, là, vous payez les entreprises, vous payez les concepteurs et vous partez en exploitation. Donc là, en général, vous ne pouvez maîtriser que les seules performances passives de l'ouvrage au moment de la réception. Dans le cas d'un CPE, en fait, on s'intéresse bien sûr aux performances passives, mais ce que l'on va mesurer, ce sont les performances réelles en exploitation. C'est-à-dire que dans le cas d'un CPE, on va automatiquement inclure une phase d'exploitation-maintenance, durant laquelle le groupement d'entreprise sera toujours présent, et on va vérifier la performance atteinte dans la vraie vie, avec une vraie météo, avec des vrais gens à l'intérieur, avec une véritable vie de l'ouvrage. Donc, on est vraiment sur la performance réelle, c'est très important. Mais pour transférer cette obligation de résultat, donc en fait, on passe d'une obligation de moyens, qui est le cadre le plus classique, que vous connaissez déjà sans doute, dans le cadre de l'ex-WAMOP, les marchés de travaux à l'OTI, à une obligation de résultat de performance. Mais pour confier à un groupement d'entreprises une obligation d'atteindre une performance énergétique, encore faut-il lui confier toutes les prestations qui sont utiles pour atteindre cette performance. C'est-à-dire qu'il va falloir lui donner la possibilité de faire des travaux, d'intervenir sur les équipements, de changer les équipements, d'exploiter les équipements, de pouvoir les maintenir sur une durée suffisante pour assurer la pérennité de ces interventions. Donc, vous voyez que par rapport à un marché classique où vous allotissez, où vous répartissez toutes ces compétences, toutes ces prestations entre différents intervenants, là, vous allez confier toutes ces interventions entre les mains d'une seule et même personne, alors une seule et même personne morale, puisqu'à l'intérieur, il y aura, dans le cas d'un groupement, plusieurs entreprises, mais pour nous, ça signifie qu'en tant qu'acheteur public, en tant que maître d'ouvrage public, on aura face à nous une seule, théoriquement, juridiquement, une seule tête, ce sera le mandataire du groupement.
Et l'autre principe de fonctionnement du CPE qu'on doit absolument retrouver dans l'ensemble des CPE, c'est qu'un contrat de performance énergétique doit garantir l'atteinte d'objectifs contractuels, parce que vous savez bien que si vous demandez à une entreprise de vous fournir, de vous produire des économies, d'atteindre des performances énergétiques et vous n'avez pas de sanctions, ça ne sert pas à grand-chose. Alors là, j'attire votre attention sur un élément qui différencie les CPE par rapport au marché classique. Il ne s'agit pas, là, à ce niveau-là, il ne s'agit pas d'une pénalité, au sens où on l'entend traditionnellement. Les pénalités sont toujours applicables dans le cas d'un CPE, comme dans n'importe quel marché de travaux, ou marché d'équipement éventuellement, si en fait on fait un CPE équipement. On continue à avoir des pénalités, c'est important, il faut toujours conserver des pénalités. Par contre, en ce qui concerne la performance énergétique, le principe de fonctionnement, et c'est là où on fait le lien avec à l'origine l'ADN du CPE qui est de fournir, en fait, fournir des éléments financiers permettant de payer les investissements produits, eh bien, l'entreprise, le groupement d'entreprises doit garantir l'atteinte d'objectifs contractuels, que cet objectif soit en économie réellement produite, ça c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut absolument atteindre. Mais si ces économies ne sont pas atteintes, l'entreprise doit fournir un équivalent monétaire. Équivalent monétaire, en fait, c'est la garantie équivalent monétaire liée au préjudice économique lié à la non-atteinte de la performance. En gros, très rapidement, vous m'avez promis que je consommerais 100, il s'avère que je consomme 20, donc en fait, voilà, les vins sont effectivement acquis parce que c'est des économies que je réalise en nature, mais pour les vins qui me manquent, eh bien, vous allez me verser cet argent qui, en fait, sera prélevé automatiquement sur les rémunérations restant à verser au groupement d'entreprise. Donc, comme classiquement, on sera après réception, donc on continuera à avoir des prestations d'exploitation maintenance qu'il va falloir, des factures liées à ces prestations d'exploitation maintenance. Eh bien, si on doit 40 à l'exploitant mainteneur, bah, en fait, on lui versera 20, ce qui fait que sur la durée du contrat, en fait, on aura une visibilité sur les économies produites, que ce soit en nature ou en nature avec une compensation pour la sous-performance. L'idée n'étant pas de bénéficier de cette garantie en tant que telle, parce que notre objectif, c'est bien entendu d'avoir des économies en nature qui soient tout à fait pérennes, y compris à l'issue du CPE, mais cette garantie est également un levier financier permettant de contraindre le groupement à pouvoir réintervenir et à enfin rétablir le niveau d'objectif tel qu'il avait été contractuellement défini. Autre slide, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, le montage type par rapport à une WAMOP classique, vous avez, que je n'ai pas représenté ici, par rapport à une WAMOP, le maître d'ouvrage, il prend un concepteur, ensuite, les marchés théoriquement doivent être à l'outil, alors en corps de métier, en travaux, en type de prestation. Et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ce dispositif, chaque marché est un marché indépendant les uns par rapport aux autres. Et on a le rôle du maître d'ouvrage dans le cadre d'une loi MOP classique. Je toujours parler de la loi MOP, même si elle est promulguée, même si aujourd'hui elle est remplacée par le livre 4 du Code de la commande publique, mais dans le cadre de ce dispositif, le maître d'ouvrage a une difficulté de pilotage, c'est lui le grand chef d'orchestre, et lorsqu'il constate une sous-performance, il est obligé, pour mettre en cause la responsabilité des uns et des autres, de déterminer d'où est issue cette sous-performance et de mettre en cause potentiellement le concepteur ou telle entreprise, tel corps de métier qui est intervenu. Et donc, ça prend énormément de temps, c'est très, très compliqué. En termes de pilotage, c'est absolument infoutu. En fait, du tout, la loi MOP n'est pas forcément le cadre idéal pour atteindre un niveau de performance très élevé. Et donc, le montage type recherché pour l'ensemble des CPE, c'est d'avoir un marché global. Un marché global, ça signifie que le maître d'ouvrage, il a en face de lui une seule tête. C'est très, très simple en termes de pilotage. Alors, dans les faits, il faut être en capacité de mesurer, etc. C'est vrai, mais ça, en fait, ça ne pose pas de difficulté particulière. Mais en termes de pilotage du marché, c'est relativement simple. On a un objectif. Cet objectif, on mesure son atteinte ou pas. Donc, voilà, c'est une performance globale, pas une succession de performances, une performance globale. Et en face de nous, on a une seule tête, un groupement d'entreprises. Et à l'intérieur de ce groupement d'entreprises, il y a donc des contrats d'interface qui sont signés entre ces différentes composantes, entre les maîtres d'œuvre, les exploitants mainteneurs, les constructeurs, les bureaux d'études. Et chacun prend à sa charge. En général, c'est relativement bien fait. Ils se répartissent les risques et ils se répartissent également le montant des garanties.
qu'ils vont accepter. En fait, chacun va accepter de prendre en garantie une partie du risque de sous-performance. Mais ça nous est complètement, on n'a pas à s'en préoccuper, ça nous est complètement transparent en termes de pilotage. On n'atteint pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on n'atteint pas, le mandataire enfin voilà, c'est pas tout à fait le mandataire en fait, puisqu'en fait, on va prélever sur la rémunération de l'exploitant mainteneur et ensuite, à l'intérieur du groupement d'entreprise, toutes ces questions d'interface sont gérées entre eux. Donc, s'il y a un contentieux, nous, de toute façon, c'est complètement transparent. On est payé, on touche soit nos économies valorisées si on est en sous-performance. Pilotage simplifié au maximum parce qu'il faut qu'il y ait absolument une automaticité dans le versement de cette garantie. Je répondrai éventuellement aux questions après, si vous voulez bien. J'ai d'autres slides. Autre slide, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, en fait, le Code de la commande publique nous fournit des marchés qui nous permettent de mettre en œuvre les CPE. Alors, au départ, quand on a commencé à travailler sur le contrat de performance énergétique, on travaillait sous forme de marché alloti où on faisait exception à l'allotissement pour des raisons techniques. Mais c'était très compliqué, juridiquement, c'était vraiment très, très bancal et très, très difficile à fiabiliser. Et fort heureusement, donc, suite à, notamment sous l'impulsion des directives européennes qui demandaient aux États de mettre en œuvre des outils permettant de mettre en œuvre des contrats de performance énergétique. La loi Grenelle 1 a demandé aux législateurs, a ouvert, dans le cadre, effectivement, à confier aux législateurs et au pouvoir réglementaire la tâche de créer de nouveaux outils permettant justement, en fait, de mettre en œuvre des marchés globaux tels que je viens de vous les présenter. Alors, ces outils ont donné notamment ce que vous avez peut-être connu sous le nom de CREM, le décret du 25 août 2011, qui crée les conceptions appareils les marchés globaux de conception, réalisation, exploitation, maintenance, qui sont les ancêtres des MGP. En 2016, lorsqu'on a réformé le Code des marchés publics et l'ordonnance, puis le Code de la commande publique, ont transformé ces marchés de crème, en marchés globaux de performance marchés globaux de performance. Voilà. Donc, et cet outil, donc tout ça pour vous dire que cet outil a été spécifiquement conçu, c'est dans les textes et dans les rapports de présentation de la loi, cet outil a été spécifiquement conçu pour mettre en œuvre des contrats de performance énergétique. Donc juridiquement parlant, vous êtes complètement dans votre droit si vous souhaitez mettre en œuvre un CPE et que vous utilisez le contrat de marché global de performance. Ça reste un marché dérogatoire dans le sens où ce marché vous permet d'intégrer la conception, la réalisation et l'exploitation maintenance. Donc vous dérogez à la fois à l'ex-loi MOP qui vous oblige, lorsque vous avez effectivement des travaux sur bâtiment, à avoir un maître d'œuvre séparé, et ça vous permet également de déroger à l'obligation d'allotissement, puisque vous avez l'ensemble des prestations au sein d'un même marché. Mais cette dérogation est tout à fait justifiée. Les conditions de mise en œuvre sont extrêmement simples et très faciles à mettre en œuvre, justement. Vous pouvez mettre en œuvre un marché global de performance à partir du moment où vous avez une obligation de performance. Alors, pas uniquement énergétique. Vous pouvez avoir d'autres types de performances. Aujourd'hui, quasi systématiquement, les performances sont énergétiques, mais vous pouvez avoir d'autres types de performances. Les émissions de gaz à effet de serre, ça peut être la qualité de l'air intérieur, ça peut être des tas de choses, en fait. Après, on peut discuter sur la faisabilité de la chose et de la mesure notamment, mais en fait, la loi a été relativement large sur les objectifs poursuivis. Bon, à savoir que si vous êtes dans le cadre d'un CPE, forcément, votre objectif initial, il est quand même de faire des économies d'énergie. Donc, vous allez avoir comme première performance la performance énergétique. Et donc, à partir du moment où vous avez cet objectif de performance et que vous avez également derrière, c'est la deuxième condition, que l'atteinte de cet objectif impacte directement la rémunération de l'exploitation maintenance. Dans ce cas, vous pouvez mettre en œuvre un MGP. Donc, juridiquement, vous êtes complètement, contrairement au marché de conception-réalisation dont je parlais tout à l'heure, qui sont quand même d'une mise en œuvre juridique extrêmement compliquée et très peu fiable, c'est véritablement un outil qui est vraiment très, très bien conçu, qui a des conçus pour ça, qui est très facile d'accès. Donc, par rapport à ça, effectivement, c'est un très très bon marché pour les CPE. Et d'ailleurs, on constate dans les chiffres de l'ONCPE qu'aujourd'hui, quasiment tous les CPE, ou la très très grande majorité des CPE, se font sous la forme de marchés globaux de performance. Donc, encore une fois, la conception est, je précise quand même, la conception, elle est purement optionnelle, mais dans le cas d'un CPE, on va l'intégrer
automatiquement parce que la conception nous permet justement de transférer une obligation de résultat en n'ayant pas cette interface entre concepteur et réalisateur et exploitant-mainteneur. Donc ça, c'est très important. On avait également, je passe à l'extrême droite tout de suite, on avait également pendant très très longtemps le contrat de partenariat, puis le marché de partenariat qui lui est soumis également aux conditions et qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que les conditions sont quand même un peu plus compliquées et qui également en fait permet de transférer la maîtrise d'ouvrage. Le transfert de maîtrise d'ouvrage est obligatoire. Aujourd'hui, on fait relativement peu de marché de partenariat, d'une part parce que les acheteurs aiment bien conserver la maîtrise d'ouvrage de leur bâtiment, surtout quand ils sont sur de la réhabilitation, parce qu'il y a encore des services à l'intérieur, etc., etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile pour eux de maîtriser, de conserver la maîtrise d'ouvrage. Ce sont des marchés qui, en général, sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, donc il y a un coût de contractualisation supérieur au marché global de performance. Et enfin, Frédéric, on a parlé tout à l'heure, on a notre petit dernier qui est le marché qui est issu de la loi du 30 mars 2023, qui en fait est un marché global de performance. Alors ça, c'est un dispositif qui a été adopté à titre transitoire, qui est donc valable durant 5 ans, donc jusqu'en 2028. Mais actuellement, il y a des dispositions qui ont été introduites pour pouvoir étendre cette expérience. Une date est prévue pour que les parlementaires puissent faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre de CMGP à paiement différé. À terme, ce dispositif sera soit s'éteindra de sa petite mort, soit sera pérennisé, avec des évolutions en fonction du retour d'expérience qui en sera fait. Mais toujours est-il que jusqu'à présent, donc jusqu'en 2028, les acheteurs publics pour mettre en œuvre un marché global de performance à paiement différé, donc continuant à déroger à la loi MOP et à l'obligation de lotissement, mais dérogeant également à l'interdiction des paiements différés, qui est le dernier élément qui s'impose à l'ensemble des acheteurs publics, enfin État et collectivités. Alors, quel est l'avantage du MGP à paiement différé? Alors, bien sûr, premier avantage, mais ça ne doit pas être le fond du problème. Vous faites financer vos travaux par le groupement d'entreprises, donc vous intégrez dans le marché global également le préfinancement des travaux, mais par contre, vous remboursez durant toute la durée du marché. Donc, ce qui veut dire que comme vous avez une durée d'amortissement forcément beaucoup plus longue, ce sont des marchés qui sont à durée beaucoup plus longue. En général, sur du bâtimentaire, on est souvent sur du 15 à 20 ans de marché. Et ensuite, vous avez des coûts de contractualisation et des coûts de financement beaucoup plus importants, puisque les entreprises n'ont pas forcément accès au marché de l'argent, ils n'ont pas forcément accès au crédit bancaire aux mêmes conditions que les acheteurs publics, quels qu'ils soient. Donc, il y a un surcoût. Par contre, l'avantage du MGP-EPD, c'est qu'en fait, comme vous ne payez pas tout de suite la construction au moment de la réception, ça vous permet d'avoir un levier financier beaucoup plus important si vous constatez véritablement que vous n'obtenez absolument pas les performances auxquelles vous vous attendiez. D'une part, vous voyez bien que vous prélevez l'argent sur les sommes qui restent à verser à l'entreprise. Si effectivement vous devez rembourser à l'entreprise sur une période de 15 ans, à la fois l'exploitation maintenance, mais également le paiement des travaux, vous avez un levier financier beaucoup plus important qui peut être très incitatif pour obliger l'entreprise à revenir effectivement sur les travaux. Notre objectif, c'est bien celui-là, bien entendu, c'est d'obliger l'entreprise, à force de sanctions financières, à force de lui faire payer des garanties, d'obliger de revenir éventuellement sur des travaux qui ont été mal faits, mal conçus, pour pouvoir rétablir un niveau de performance. Alors là, la particularité de ces deux marchés, c'est qu'en fait, la maîtrise d'ouvrage reste toujours à l'acheteur public, qui ne peut pas s'en défaire, contrairement au marché de partenariat. Alors le MGP-EPD, on a très très peu de retours par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qui est en émergence, sur lequel on va seulement commencer à produire des RITEX. Voilà, on pourrait en parler des heures et des heures, mais voilà, je vous ai présenté effectivement l'essentiel aujourd'hui, c'est effectivement le marché global de performance, c'est véritablement l'outil le plus adapté. À ceci près, et j'ai terminé, et à ceci près que je n'ai pas parlé du mode d'évolution. Ce type de marché aujourd'hui, en fait, on l'attribue via des procédures négociées essentiellement de dialogue compétitif, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen d'utiliser en fait d'utiliser tous les atouts du MGP. En fait, voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du MGP en appel d'offres. Moi, je ne sais pas faire. Et lorsque vous êtes sur des opérations très complexes, si vous voulez véritablement réussir votre MGP, il faut le faire sous la forme de dialogue compétitif. Là, le combo MGP et dialogue compétitif est vraiment le combo gagnant pour ce qui concerne les CPE. Voilà, on répondra tout à l'heure. Je laisse Frédéric Bougrain. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'aller très vite. Je pense que je vais même couper certaines diapos, sinon je crois que vous n'aurez pas la possibilité. Ça va être un peu court pour la fin. Je suis comme Pascal et Frédéric impliqué dans l'ONCPE. Je travaille depuis très longtemps sur les CPE et j'ai travaillé sur l'hospitalier dans les années 2000 au début comme pour un comparateur beau amphithéotique hospitalier contrat séparé. C'était avec l'ancêtre de l'ANAP, c'était la main, mission d'assistance à l'investissement national hospitalier. Donc la prochaine diapo, c'est les éléments de contexte. Alors je voulais justement, alors je vois qu'elle est un peu décalée, alors je vais zapper un peu ces éléments dans la mesure où, disons que ce qu'il faut retenir, c'est que l'hôpital qui a été livré en 2021, en fait, a eu des études de conception en 2007 et la raison du décalage vient en fait d'une réduction de programme. On est passé de 77 millions à 55 millions, donc il y a eu un changement de programme, après il y a eu plusieurs atermoiements. Voilà pour l'essentiel. On va à la diapo, voilà, c'est parfait. Et alors, l'autre élément clé, c'est que avant que le bâtiment soit livré, en fait, l'hôpital donc a eu la bonne idée de lancer un appel d'offres pour un contrat d'exploitation maintenance multitechnique. C'est-à-dire qu'avant, disons qu'il a anticipé avant la livraison du bâtiment. C'était un point clé parce que très souvent, en fait, on fait la construction d'un nouveau bâtiment et ensuite on s'aperçoit qu'on n'a pas d'exploitant. Alors là, le contrat portait à la fois sur le nouvel hôpital, mais aussi sur un EHPAD. Alors par rapport à toute la classification qu'il y a eu précédemment entre CPE, là on est... Alors le titre officiel c'est contrat de maintenance multitechnique, mais en fait on est très proche d'un CPE, on est entre un CPE de service et un CPE système. Et donc, le contrat portait à la fois sur un bâtiment neuf, donc c'est vraiment très spécifique. Là, on est plus une garantie de résultats énergétiques liés à la réception. Et puis, sur l'EHPAD, il y avait vraiment des actions d'efficacité énergétique. Et donc là, on est plus dans le cas d'un CPE classique, disons système et service. Donc, diapo suivante. Voilà, donc comme je disais, le point clé du contrat, c'était vraiment la prise en charge des établissements avant même la réception. Alors ça, c'est un point vraiment essentiel parce que ça a permis à l'exploitant de prendre connaissance du bâtiment avant même de le mettre en exploitation et aussi de faire quelques recommandations en phase construction pour améliorer la performance énergétique ultérieure. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Après, le contrat avait donc il y avait une phase d'exploitation maintenance de type classique. Alors avec un point clé, c'était sur l'option pour les travaux qui ont eu lieu. J'en parlerai à la diapositive suivante. Et avec des contrats des objectifs contractuels qui étaient assez, alors qui pourraient paraître peu ambitieux puisqu'on avait 12% pour l'EHPAD. Mais ce qui est intéressant, c'est que même pour le bâtiment, le nouvel hôpital, il y avait un engagement qui était supérieur à ce qui avait été initialement prévu parce que lorsque les études de conception étaient menées et le projet a été lancé en 2017, entre 2017 et la passation du contrat, il y a eu il y a eu des évolutions technologiques et donc les contractants se sont engagés à des objectifs supérieurs à l'engagement classique, même sur le bâtiment neuf. Donc les actions de performance énergétique qui ont été menées, et notamment, alors principalement sur l'EHPAD, mais pas que, puisqu'il y a des actions de sensibilisation. Donc les premières, c'est des actions classiques, exploitation avec pilotage, conduite et pilotage de l'exploitation. Alors quand je dis c'est classique, c'est mis en œuvre. Mais là, le point important, c'est qu'il y avait vraiment un suivi très étroit. Alors, point que je n'ai pas signalé, c'est que l'hôpital et l'EHPAD étaient accompagnés d'un assistant maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est vraiment un point clé. Il est missionné vraiment sur toute la durée du contrat, qui dure 10 ans. Et ça lui permet, ce suivi, ça conduit à avoir à éviter toute dérive dans le pilotage du bâtiment. Deuxième action d'efficacité énergétique, c'est des actions de sensibilisation. Alors ça a été sous-traité à un prestataire extérieur parce que l'exploitant je ne l'ai pas nommé, qui était IDEX, n'était pas du tout spécialiste de ces actions. En fait, c'est un peu hors de son cœur de métier.
Et troisième point, alors qui est vraiment là le cœur du contrat et ce qui est le plus intéressant, c'est des actions d'efficacité énergétique. Alors il y en avait une qui était liée à, au bâtiment neuf. Alors ça peut paraître surprenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu encore une fois des réductions budgétaires et donc il y a un investissement qui a été abandonné en phase de projet. C'était la mise en place d'un système de récupérateur de chaleur sur le groupe froid. Et cette action, alors, elle n'a pas été déclenchée, mais elle est toujours en réserve et elle permettrait encore d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment neuf. Et sinon, l'ensemble des 9 actions sur l'EHPAD ont quasiment toutes été menées. Alors ces actions, ça va être des travaux, on est plus sur des actions, on est sur certaines actions d'amélioration, par exemple amélioration hydraulique de l'eau chaude sanitaire, des équilibrages de réseau. Donc là, on est plus sur des actions vraiment d'optimisation. Mais il y a eu aussi en 2024, donc c'est-à-dire assez récemment, une action sur le groupe froid qui a été remplacé. Et alors, à chaque fois qu'il y a une action de ce type, les objectifs sont un peu aussi modifiés, c'est-à-dire que l'hôpital considérait que cette action devait engendrer une baisse de consommation d'énergie d'au moins 5%. Donc, diapo suivante pour les résultats. Voilà, donc là, c'est en fait les résultats pour l'hôpital. Alors, vous voyez, ça peut paraître un peu surprenant parce que là, on est sur un bâtiment neuf. Mais pas, donc, il y avait deux références. Il y avait la situation de référence qui avait été établie lorsqu'ils ont construit l'hôpital, c'est-à-dire que via des simulations thermiques dynamiques, ils avaient estimé à combien devait s'élever la consommation du bâtiment. Lorsque l'opérateur a répondu à l'appel d'offres, il s'est engagé sur un niveau supérieur. Donc c'est ce niveau supérieur qui est vos engagements. Et vous voyez qu'après une année, il y a eu un résultat largement meilleur sur les aspects gaz naturel. Alors sur l'électricité, ils sont légèrement au-dessus de la cible, mais ce qui est un peu intéressant de noter, c'est que la deuxième année, ils sont encore, par rapport à l'engagement initial, à 18% au-dessus de la cible sur laquelle ils s'étaient engagés. Donc ce qui montre en fait que quand vous prenez en main un bâtiment, si vous le connaissez bien et que les premières années, vous sert vraiment à l'optimiser. Et là-dessus, l'AMO qui suit vraiment le contrat et qui un peu aiguillonne l'exploitant a un rôle extrêmement important. Donc, diapo suivante. Donc là, sur l'EHPAD, vous voyez que, même chose, on a des résultats plutôt positifs avec un engagement initial qui était de moins 12%. On va bien au-delà de cet engagement. Et puisqu'on est sur la deuxième année, par exemple sur les aspects électriques, alors moins sur le gaz, encore une fois, mais on a un résultat qui va à 20% sur la deuxième année. Et sur le gaz, on est autour. Alors, je pense qu'il y a peut-être parce que l'engagement était meilleur que la référence, donc il y a peut-être j'ai peut-être fait une erreur au niveau du report de. Oui, on est en fait sur la deuxième année, en termes de chaleur, la performance, elle est en fait de 16% et non 16,8% et non de 10,2%. Je sais pas, j'ai fait une erreur de report. Donc, tout ceci pour montrer que donc sur un contrat qui est un contrat qu'on pourrait considérer comme classique, avec des actions qui sont assez minimes, on arrive à une performance quand même qui n'est pas négligeable, qui est de 20%. Alors, Frédéric a parlé de décret tertiaire précédemment. Alors, c'est un des enseignements en fait de toutes les études que l'on mène, c'est que si on veut aller sur les objectifs liés au décret tertiaire, en fait, ce type de contrat ne suffit pas. Déjà, c'est très bien d'en avoir un, mais ce type de contrat ne suffit pas et il faut aller plus et davantage sur des objectifs, des travaux sur le bâti. Alors là, bien sûr, je parle pour l'EHPAD. Hein. Les résultats liés au bâtiment neuf sont vraiment très spécifiques dans la mesure où on est sur un bâtiment neuf. Donc là, on est déjà sur un bâtiment très, très performant en principe. Mais donc ça montre que donc en termes de résultats, si les résultats ont été aussi bons, aussi en termes d'enseignement, c'est lié vraiment à l'implication très en amont de l'exploitant et la présence d'un AMO qui va aiguillonner le prestataire.
Donc je ne vais pas être plus long parce que je crois qu'on a beaucoup de retard. Si vous voulez avoir davantage de détails, je vous invite à aller sur le site de l'ONCPE. Dans les études de cas, le cas est présenté. Merci. Merci, messieurs. Je laisse Rémi Granier, notre coordinateur du réseau des conseillers internationaux arctiques, attaquer la petite présentation de l'AAP qui sera publiée avant le milieu du mois de juin. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre présence. Effectivement, il nous reste quelques minutes pour parler de cet appel à projet qui, in fine, en fait, synthétise et en tout cas un désir, un souhait de la part des ARS de proposer, du réseau des CTES avec le soutien de la NAP, de proposer en fait ces solutions aux établissements donc sanitaires et médico-sociaux en Île-de-France et en PACA. Donc les retours d'expérience qui vous ont été présentés, ben, in fine, c'est ce que on aimerait bien proposer en gros sur nos régions respectives, donc avec des cas qui nous concerneraient. Tout ça, bien évidemment, dans notre objectif et nos enjeux d'atteinte de l'objectif de 2050 du décret tertiaire, donc de dynamiser le recours au contrat de performance énergétique. Comment Eh bien, de diverses façons. Donc tout ça, bien sûr, sera phasé, mais simplement en termes de pilotage de projet, de cadastre, de facilitation, d'animation. En gros, nous vous proposons, au travers de la candidature, de proposer en gros ce que vous avez en tête, votre idée de déploiement d'un CPE dans vos établissements, et tout simplement d'apporter votre vision, qu'importe le degré de maturité du projet. Mais cela fera donc par l'animation, en gros, d'une équipe de projet. Donc, il va falloir sourcer ceci, vous permettre la facilitation, simplement l'accès à des formations pour vos équipes projets, selon les projets d'investissement également, de cadrer techniquement les étapes clés et surtout de s'interconnecter, tout simplement d'avoir un travail en même temps individuel mais collectif. Donc ça, c'est des sujets que nous porterons pour l'Île-de-France avec Vincent Roman et Kouatar Hachman, et sur le périmètre sud, Patrice Garcia ici présent et moi-même. Donc proposer des boîtes à outils, des temps d'échange, des séquences de travail, des leviers, tout simplement. C'est avant tout à vous apporter une vision éclairée sur les montages technico-économiques et in fine en tirer des retours d'expérience, des fichiers méthodologiques pour pouvoir partager au plus grand nombre toutes les actions qui auraient pu être menées. De faciliter en gros la démarche. En 3 phases, qu'importe après, comme je le disais, le degré de maturité, mais essentiellement l'état des lieux, le planning projet et la circularisation. En gros, l'état des lieux, c'est on fait le point ensemble sur les données techniques que vous disposez déjà, on évalue les compétences de l'équipe projet, entre guillemets, parce qu'elles sont déjà compétentes, mais en gros, est-ce qu'il y a des appétences en termes de formation ou en tout cas d'accompagnement. On définit ensemble le périmètre d'intervention qui se voudra réaliste et adapté à vos enjeux. Sur la partie planning, l'idée ici, c'est de vous fournir un cadre provisionnel clair, tout simplement une forme de plan d'action bien structuré avec des indicateurs intéressants et surtout des jalons atteignables et suivis, tout simplement. Et bien évidemment, la circularisation, c'est tout simplement la mise en réseau de tout ce travail, le partage entre différents établissements. Certains d'entre vous, je l'espère, se lanceront sur le sujet, ce qui permettra de travailler de manière collaborative là-dessus, progressive. Et en gros, l'idée, ce sera de sécuriser cette démarche dans le temps, tout simplement. J'essaie de condenser un petit peu les idées, mais voici un petit peu ce que nous avons en tête. Donc, c'est un accompagnement sur les établissements, sur tous les volets qui a trait au CPE. Vincent, je te laisse continuer. Oui. Merci. Pour compléter le propos, effectivement, il y a Kouatar Hachman du réseau, la coordinatrice du réseau CTES qui va être à la manœuvre de manière opérationnelle, mais il y a aussi Kassel Gobjinou qui est présent aujourd'hui dans les participants et qui est coordinateur du réseau des économes de flux, qui
Ça participera également à l'analyse de vos candidatures et votre accompagnement. Donc, dans les cahiers des charges, s'agissant en fait du patrimoine qui est concerné, nous, ce qu'on va exiger, c'est que vous ayez déjà une connaissance un peu robuste, idéalement un schéma directeur immobilier et énergétique, où vous avez une connaissance, on va dire, patrimoniale et de nature de droit d'occupation, puisque comme nous, on vise les CPE globaux, ça veut dire toucher au clos couvert et essayer de diminuer drastiquement vos consommations énergétiques, il faut que ça soit stable dans le temps. Pareil, sur l'évolution des cessions, ou est-ce qu'au contraire, c'est conforté dans l'usage que vous avez du bâtiment, ou est-ce que c'est propice à une mutation des usages pour lesquels vous les destinez. Également, donc si jamais vous avez fait un schéma directeur immobilier énergétique, vous devez avoir un diagnostic technique du coup de ces établissements. Alors vu dans une ancienne vie, sur notamment une école, on s'est aperçu au moment du déploiement du CPE que la structure n'était pas nécessitait un renfort. Donc en termes on va dire des trajectoires financières, ça vient complètement les bousculer. Donc ça, il faut avoir ça en tête avant le lancement du CPE. Et puis pareil pour le diagnostic fonctionnel, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut voir dans le temps quelles sont les potentialités de votre patrimoine et leur continuité. Pareil, il va falloir faire un exercice de définition de ce qu'on appelle nous les périmètres physiques et techniques au sein du CPE, physique sous-entendu géographique, savoir est-ce que ça concerne un bâtiment, deux bâtiments au sein de votre patrimoine. Est-ce que ça concerne un bâtiment sur le site A, un bâtiment sur le site B, parce qu'ils ont la même logique fonctionnelle, la même logique technique, et donc c'est pertinent de massifier. La logique et donc les périmètres techniques, c'est savoir est-ce que, par exemple, sur le lot CVC, on travaille que sur on va dire les sous-stations, on travaille que sur le chaud, que sur la ventilation, que sur le froid, sur l'ensemble de la chaîne CVC, puisque vous pouvez avoir des éléments techniques qui ont été rénovés par ailleurs et il n'est pas pertinent de les intégrer dans le CPE. Donc tout ça, c'est des définitions qui vont se faire ensemble. Slide suivante, s'il te plaît. En termes d'équipe projet, pareil, un élément qui nous semble indispensable, c'est la multiplicité des profils également. Donc, il faut une personne qui ait le pouvoir d'engager l'établissement parce que c'est bien que le travail ait été fait par une personne technique et par une personne ayant des compétences financières et juridiques, mais sans appui de la direction, rien ne se fait. Donc, il faut que ce soit cette personne qui fasse partie de l'attelage qui tire le projet, puisque l'objet de cet appel à projet, c'est de vous amener au bout finalement de la concrétisation de ce CPE. Il faut une personne, comme je disais, qui s'y entende on va dire, en trajectoire financière et également juridique, et une personne qui a des connaissances techniques, énergétiques et en conduite de travaux. Donc là, on peut voir que c'est un peu le mouton à 5 pattes qu'on recherche à chaque fois sur les personnes. Donc à travers cet appel à projet, on souhaite mettre à votre disposition des formations pour pouvoir vous faire monter en compétences sur les aspects où vous auriez besoin de renfort. Slide suivant. Et enfin, donc pour être éligible, je vais y aller un petit peu à la SERP. Donc il faut répondre à ce qu'on a dit précédemment. Également, on va avoir potentiellement besoin de données puisque on doit avoir justifié en fait, des moyens qu'on met à travers cet appel à projet. Donc forcément, il va falloir jouer le jeu de la transparence. Mais surtout, l'intérêt de cette AAP, c'est qu'on va mettre au sein d'un espace d'échange et collaboratif des maîtrises d'ouvrage qui se posent les mêmes questions. Donc, un CH qui se pose une question à notre endroit, peut-être que potentiellement d'autres équipes techniques y auront déjà réfléchi, auront une réponse, et donc on réfléchit mieux à plusieurs cerveaux. Et également, potentiellement, ça va combler aussi par la multiplicité des profils, ça va renforcer cette espèce de maîtrise d'ouvrage globale qu'on essaye de mettre en communauté. Et slide suivant. Je prends la suite pour arriver sur la conclusion. Au niveau des ARS, ce qu'on va s'engager à faire, principalement, c'est travailler, vous accompagner autour de vous sur la bonne réalisation de votre contrat de performance énergétique. L'idée, c'est d'aller au bout du chemin. C'est pas parce que les solutions proposées n'iront pas sur un CPE global, par exemple, pour des raisons diverses et variées, qu'on ne nous accompagnera pas, par exemple, à mettre un CPE en place sur un périmètre plus réduit ou n'embarquant pas toutes ces notions de rénovation de couvert. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout des démarches que vous avez envie de porter et qu'elles soient cohérentes financièrement. Au niveau des aides financières, parce que c'est souvent ce qui est attendu auprès d'un AAP, dans la réalité, on dispose de beaucoup d'outils.
des outils qui existent, des outils à venir. L'objectif là aussi, c'est de vous aider à aller chercher ces aides-là ou à mettre de l'huile dans les rouages pour vous permettre d'aller plus vite, plus loin sur ces sujets-là. On a vu tout à l'heure sur les présentations de M. Le Breton sur la difficulté de réaliser ces montages contractuels. Donc là aussi, on souhaite vous accompagner, faciliter les choses. Et un autre point fort, à mon sens, sur le fait que l'ARS tutelle soit présente dans ces projets-là, c'est de travailler avec vous des outils d'aide à la décision rapide auprès des décideurs au sein des établissements, de manière à vous engager sur ces démarches qui sont longues, coûteuses et qui demandent à convaincre. Et là, on sera là à vos côtés pour aller au bout. Dans l'idée, chronologiquement, donc l'AAP sera lancé avant l'été. Donc deux formats, un format parisien et un format marseillais, on va dire. On va chacun s'occuper de ces AAP, on va croiser les candidatures et nos analyses de manière à ce soit cohérent, bien entendu, pour qu'en sortie d'été, on puisse démarrer les démarches d'accompagnement à vos côtés, organiser les états des lieux par rapport aux données que vous nous aurez communiquées et suite à l'analyse, dérouler un plan d'accompagnement qui se veut cohérent avec vos attentes et surtout votre point de départ qui sera effectivement variable d'un établissement à l'autre. Jean et on en a terminé. Désolé pour les questions, mais certaines réponses ont déjà été apportées au fil de l'eau dans le chat de conversation. De toute manière, les questions sont enregistrées, donc pour ceux à qui on n'aura pas à poser de réponse, on pourra revenir vers vous. L'enregistrement du webinaire sera mis à disposition sur le site en même temps que la publication de l'AAP et les contacts qui ont été évoqués au sein des agences et du réseau des conseillers seront à disposition lors du lancement de cette AAP. Je vous remercie à tous. Je remercie aussi l'ensemble des intervenants pour cette séquence riche et qui malheureusement a un petit peu dérapé, mais il y a tellement de choses à dire et à faire qu'on pourra en parler des heures. On répondra, comme vous l'ai dit, à toutes vos questions et n'hésitez pas à revenir vers nous dès le lancement de l'AAP. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour ceux qui souhaitent candidater. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci à vous, bonne fin de journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Bon après-midi.